Salut mes super zéros, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour cette série. Allez, première vidéo, l'IA générative, comment ça marche? Mais oui, comment ça marche? Alors aujourd'hui je vais vous parler de choses que j'aurais bien aimé savoir avant de me jeter dans cette nouvelle génération d'IA générative d'images qui existe depuis 3-4 ans, on va dire, qui vient largement de se démocratiser là en 2 ans grâce à des augmentations de puissance de calcul, de fabrication par Nvidia notamment, de processeurs dédiés à ça. Et franchement, ça fonctionne très très bien. J'étais même pas sûr, je vais être franc, j'étais même pas sûr de voir ça de mon vivant, et c'est le cas, et je trouve ça super cool. C'est vraiment excitant. Et on va parler de différentes choses, donc, comme je vous le disais, des choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer à tripatouiller le domaine avec des outils qu'on peut avoir chez soi ou qu'on peut, enfin, des outils relativement flexibles pour faire différentes choses. Je ne parle pas des outils où simplement on rentre un prompt, hein, comme DALL-E, Copilot de Bing, etc. Des outils qui permettent de faire beaucoup plus que ça, de diriger avec de plein de façons différentes. Le générateur, les modèles, pour obtenir des images. Alors, point numéro un, ce qu'il faut bien comprendre, il faut avoir conscience qu'en fait, tout est basé sur des réseaux de neurones qui ont subi un apprentissage. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment fonctionnent précisément les réseaux de neurones et comment l'apprentissage est fait. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ces deux vidéos donc de Free Blue One Brown. Une qui s'appelle Mais qu'est-ce qu'un réseau de neurones? Chapitre 1, apprentissage profond. La vidéo est en anglais, mais les sous-titres en français sont parfaits. Et l'autre vidéo qui suit, celle-ci, qui s'appelle Descente de gradient. Alors, descente de gradient. Ouais, je m'étonne qu'il n'y ait pas de A, mais c'est la force de le voir en anglais. Comment les réseaux de neurones apprennent, chapitre 2. C'est vraiment très intéressant. C'est très... alors, malheureusement, c'est relativement mathématique, mais si vous avez vraiment la curiosité de voir ça, chaque point est discuté, et chaque point, d'une façon individuelle, euh, est compréhensible et relativement facile à comprendre si on fait un petit effort. Donc ça ne veut pas dire si facile que ça, mais bon, c'est compréhensible. Là où ça devient difficile, c'est quand on essaye d'envisager ce que fait l'ensemble de tout ce qu'on apprend dans ces vidéos. Là, ça peut devenir un petit peu confus, mais après plusieurs semaines de pratique, quand vous avez le nez dedans, surtout quand ce que je fais depuis quelques temps maintenant, quand je fabrique moi-même mes adapteurs de modèles, c'est-à-dire pour apprendre des choses nouvelles au modèle, ben, on finit par retomber dans ces domaines-là, plus ou moins mathématiques, c'est-à-dire qu'il y a des paramètres qu'il faut comprendre. Et pour avoir une très bonne compréhension de ces paramètres, il faut les voir un petit peu quand même du côté mathématique, même si ça reste des mathématiques simples, hein, mais il y a du calcul matriciel, donc ça peut en rebuter certains. Il y a beaucoup de vecteurs. Bon, allez, peu importe. On va voir donc la base de l'IA générative d'images, et je vais vous proposer de démarrer par un petit exemple contre-intuitif pour montrer vraiment les limites aujourd'hui du truc. Je vais aller sur Bing dans le copilote et je vais lui demander là en bas, Ask me anything, ok. Et ben, je vais simplement lui demander à quelle heure mange-t-on? Alors, pour des modèles bien entraînés, ils sont entraînés avec des phrases plutôt correctes. Donc, à quelle heure mange-t-on avec un point d'interrogation? Pour lui, c'est très clair, c'est une question.
et donc il va l'interpréter tel quel. Beaucoup de gens utilisent l'IA et formulent leurs phrases très très mal. Bon, moi je trouve que c'est bien parce que c'est un bon prétexte, l'avènement de l'IA aujourd'hui, pour que, notamment à l'école, eh bien les plus jeunes apprennent très tôt à bien formuler des phrases, comme ça ils pourront profiter pleinement de la puissance des IA, notamment des IA génératives. C'était une parenthèse en ce jour de rentrée. Donc, à quelle heure mange-t-on? Et alors, si j'enlève ce texte, excusez-moi, vous voyez que le bouton pour envoyer là, il est grisé. Je peux pas rien lui demander. Je ne peux pas rien lui demander. Donc, si je pose une question et que je fais entrer, il va me répondre. D'abord, vous voyez que mon interface est toute en anglais et il me répond en français parce que je l'ai questionné en français, donc il s'est adapté. En plus, il me propose une réponse, il me dit en France, puisqu'il connaît mon compte Microsoft, donc il sait que je suis, en plus peut-être que je suis géolocalisé, il sait que je suis en France, donc il prend la question globalement avec des paramètres d'entrée qu'il connaît en plus, français là en haut, et puis je dois être en France par rapport à mon adresse IP, donc il me répond en français. Il me répond en texte parce que je l'ai interrogé en texte et je n'ai pas précisé que je voulais une image. Alors là pour le coup c'est pas une IA multimodale, je vais lui demander une image mais elle va passer le relais en fait à une autre IA, à un autre modèle qui va s'occuper de ça. Donc là je vais lui dire fais-moi une image d'une bande dessinée de 4 cases qui explique, ou non, je crois qui montre à quelles heures au pluriel, quelles heures les Français mangent, ils mangent, les Français mangent. Ça se conjugue, je sais plus. Allez, c'est pas grave, ça devrait le faire. Voilà, I'll try to create that. Cette phrase, c'est une phrase clé qui dit je passe le relais à qui de droit, puisque justement, le voilà, il l'envoie à DALL-E, qui est donc un modèle, on va dire. Pour l'instant, je vais utiliser ce mot, un modèle qui sait générer des images. Et alors, il me propose 4 images, parce qu'en fait, DALL-E, par défaut, propose 4 propositions. Mais aucune de ces propositions n'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé une image d'une bande dessinée de 4 cases. Alors, il a dû comprendre une case sur les 4, éventuellement. Alors, ceci dit, on va regarder ce qu'il propose. Il propose des textes qui ne veulent rien dire. Okay. De toute façon, il n'est pas entraîné sur le texte à l'image. Donc là, on voit des gens qui mangent apparemment un repas de midi, puis il y a une horloge. Il a compris que je parlais de l'heure, du temps, de manger, de français. Donc, je sais pas, il y a peut-être quelque chose de franchouillard ici. Bande dessinée, donc pour lui, les bandes dessinées, vu qu'il a dû être entraîné sur des archives qui remontent à il y a 100 ans, truc dessiné, globalement, ça ressemble à ça. Voilà, là il m'a carrément mis un drapeau français sur le chapeau. Par contre, il y a un burger là au milieu. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de baguettes de pain et de béret. Ok, bon, et ça veut rien dire, ça explique pas à quelle heure on mange. Il y a encore un burger. C'est beaucoup entraîné sur des images américaines, donc repas, manger, égale burger, quoi. Par contre, oui, je remarque, alors je sais pas si les frites vont forcément avec le burger, mais là il y a des frites, là aussi je pense. Là il y a des frites, là aussi je pense. Là il y a des frites, là il y a des frites, là il y a un burger avec je sais pas quoi. Et là il y a encore des frites, burger, un burger en forme de caca géant, ce drapeau je sais pas ce que c'est. Il y a 2 drapeaux français. Bon, je pense qu'il n'a pas bien compris ce que je lui ai demandé. Ça n'est pas grave, on va essayer autrement. Tiens, je vais ajouter fais-moi
moi, enfin, fais une bande dessinée de 4 cases sur ce même sujet. I'll try to create that. Donc Dali se remet en route sur la base de ce que je lui avais déjà dit avant, donc c'est une complémentarité au prompt, pardon. On en reparlera un jour de cette contextualisation. Alors là on voit que c'est un petit peu mieux parce que dans la première on a 4 cases, dans la deuxième on a 3 cases. Ici on en a, ouais, on peut considérer 4 et dans celle-ci non, mais on va regarder. Donc il y a du texte, mais ça veut rien dire. Puis là on a des voitures, on sait même pas ce que le gamin il a dans la main ici. Là bon, là on a bien des gens qui mangent, mais je vois pas de notion de temps. Alors là il y a une petite horloge ici aussi, il y a peut-être une petite horloge là aussi, mais il n'y a rien. Alors il y a du béret qui apparaît, hein, c'est franchouillard, il n'y a plus de drapeau. Mais il n'y a pas quelque chose qui explique à quelle heure les gens mangent, et puis difficile de savoir ces repas là, si c'est midi, soir ou quoi. Bon, donc il n'a pas de notion de narration en fait. Voilà, il n'a pas été entraîné sur ça, donc il ne sait pas faire de la narration dans le temps, il n'en a aucune idée. Voilà, une des grandes limites aujourd'hui, mais qui se comble très vite parce qu'on apprend beaucoup de choses en entraînant des modèles sur ce qui se passe quand des images bougent. Quand on entraîne des modèles à reproduire de la vidéo, on leur donne une image, ils détectent ce qu'il y a à l'intérieur, ensuite ils font référence à ce qu'ils ont appris de comment bouge de l'eau, comment bouge un dauphin, etc. Et de cet ensemble d'images, enfin de cette image fixe, il déduit un ensemble de mouvements probables, ce ne sont que des statistiques, et puis l'image se met à s'animer. Le problème, c'est qu'il faut beaucoup de place mémoire et une grande puissance pour faire ça, parce qu'il faut que tout réside en mémoire, notamment les différentes images que l'on veut faire. Donc déjà, arriver à générer quelques secondes, ça demande beaucoup de mémoire et beaucoup de puissance. Donc générer 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, là, ça devient, sans passer par des étapes intermédiaires, là, ça devient aujourd'hui très très lourd, mais la puissance informatique continue de suivre la loi de Moore, hein, ça double tous les ans et demi, même si là on vient de faire un gros bond, parce qu'il faut aussi voir comment on mesure la puissance informatique. Hein, maintenant, si ce qui nous intéresse, c'est de faire des calculs sur des tensors, enfin des réseaux de neurones, oui, on a un grand boom de puissance. Bon, bref. Regardons vite fait l'image suivante. Donc lui, on ne sait pas quelle heure il est, mais en tout cas, il boit apparemment un verre de vin blanc. Là, il y a une bouteille de rouge avec la tour Eiffel, il mange. Là, il y a une horloge, mais ça m'explique pas à quelle heure les Français mangent. Là non plus, surtout au milieu, avec ce burger géant, là, au milieu, et ce style, je sais pas, des années 30. Voilà, et là ça n'explique rien du tout. Donc il a rien compris à ce que je lui ai demandé. Voilà les limites. Maintenant, on va aller sur Hugging Face et on va utiliser un modèle. Alors non, pas ce modèle. Je vais prendre le Fast SDXL là. Alors sur Hugging Face, c'est un site qui centralise plein de choses, de sources, de modèles, de petites applications qui permettent d'utiliser des modèles d'IA. On va voir quelle est la différence entre les modèles, les applications. Ici, on va pouvoir utiliser une version que quelqu'un a nommée comme ça. Hein. Il avait une version de Stable Diffusion XL. Peu importe, hein, si c'est pas le moment de faire la différence entre Stable Diffusion 1.5, 2, 3 Medium, XL, etc. On verra ça après. Donc là, il a créé une version qui s'appelle Fast. Et puis on peut rentrer un prompt. Et puis on a des additional inputs. On va pas aller voir ça pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas rentrer de prompt. On a vu que tout à l'heure dans Bing Copilot, si je rentre pas de prompt, si je pose pas une question à l'IA, je peux pas faire rentrer. Je ne peux pas rien lui demander. Et ici, on va voir si ça marche. J'espère que l'appli est pas en ligne. Attendez, j'en trouve une qui est en ligne, enfin qui est disponible. Alors ici celle-ci parce qu'en général elle est disponible, mais c'est un modèle de Stable Diffusion qui est adapté pour les animés.
c'est-à-dire les dessins animés japonais, si je puis résumer ainsi. Ceci dit, je ne rentre pas de prompt, ni positif ni négatif, et je clique sur Generate. Lui, en général, il marche. Donc, il initialise un GPU, il fait la demande, le GPU calcule, mais vu qu'il vient juste d'initialiser le GPU qui n'était pas initialisé avant, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Voilà, et il me fait une image. Bon. Alors, je vais voir dans les paramètres ici, où il y a un spécial, c'est le seed. Voilà, dans les paramètres avancés ici, on a un seed qui doit être là en bas, donc c'est une valeur aléatoire de base. Donc si je la mets à 0 et que je régénère, on va avoir une image. Ah, il veut même pas régénérer parce qu'il pense que je lui ai déjà demandé ce truc avec, avec un prompt vide. Ah, si, il me l'a fait. Bah, mince. J'ai rechargé la page. Allez, je vais dans les paramètres avancés. Je remets, oui, le seed, j'enlève le random, je le laisse à 0. Je fais une génération. Une génération de je veux rien. Je lui ai rien demandé et pourtant il va arriver à me faire une image. Voilà. Bon, c'est ce que c'est, peu importe. Alors si je ne change pas les paramètres, donc là j'ai bien mon seed, donc c'est la petite graine d'origine du côté aléatoire. Si je garde la même, voilà. Là il veut pas me refaire une image, mais si je mets dans le texte ou image dans le prompt, si je mets un espace, pour lui c'est une demande normalement qui est différente. Ah, ah mince, c'est dommage parce que ça marchait dans le fast SDXL. Le coup de juste mettre un espace, mais là il me fait une erreur. Bon, allez, c'est pas grave, je vais le faire en local. Voilà, comment ça se fait que un modèle d'IA générative peut générer une image alors que je lui ai rien demandé? Plutôt étrange. Ben, en fait, quand on sait comment ça marche, c'est explicable. Donc on va commencer par ça. Comment ça se fait qu'il génère des trucs même quand je lui demande rien? Alors, pour vous montrer ça, je vais partir, ne vous affolez pas, d'un logiciel qui s'appelle Comfy UI, qui sert d'interface pour utiliser des modèles, c'est-à-dire les charger en mémoire, leur donner des directives et récupérer le résultat. Ça, c'est la démarche habituelle de ce qu'on appelle des workflows. Alors, pourquoi on appelle ça des workflows? C'est aussi parce qu'il y a ce côté flow. Vous voyez, les choses sont connectées entre elles. Là, j'ai la partie principale ici qui est le sampler. Le sampler, il a besoin des données que l'on voit ici, un modèle, un prompt positif sur ce que je veux, un prompt négatif sur ce que je ne veux pas, mais ça marche pas à tous les coups, le négatif. Et puis on va le voir, une image latente, etc. Donc, et puis ici je vais rentrer, je vais lui dire ce que je veux, et puis il va travailler, et de ce côté-là, il va me montrer le résultat. Alors, pour ceux qui nous rejoignent ici dans cette série et qui viennent du motion design et de la 3D, de l'image traditionnelle, on va dire, numérique en tout cas, digital, il y a, alors souvent j'entends des questions, des phrases récurrentes qui sont pas bonnes en tant que telles, et elles ont tendance à induire des erreurs. Alors il y a deux types d'erreurs. On globalise trop quand on parle d'IA générative et on utilise on parle des modèles d'IA et on confond les noms avec les outils, les interfaces, etc. On va y venir. Et puis l'autre chose, c'est que très souvent, dans tous les documents que j'ai lus, les vidéos, souvent des vidéos peut-être qui sont intéressantes, mais avec des personnes qui ont très peu pratiqué la partie mathématique, si je puis dire, ils utilisent des termes qui sont erronés, des termes génériquement mal adaptés, quoi. Et ça, c'est relativement fréquent, donc il faut essayer d'utiliser tout de suite les bons mots. Et donc, on va reproduire cet effet de génération d'images sans prompt pour expliquer d'où ça vient et parler du premier modèle qui nous intéresse quand on fabrique des images en IA générative. Le modèle, un des modèles, enfin, ils sont tous importants, mais le modèle qui fait un travail quand même, enfin, le modèle qui fait
appelle, qui calcule le plus, c'est ce qu'on appelle le modèle de diffusion. C'est pour ça que le modèle Stable Diffusion s'appelle Stable Diffusion, parce que c'est un modèle de diffusion, et je vais vous expliquer ce que c'est que la diffusion. Si on reprend voilà, un schéma que je vais repiquer, je suis désolé, mais je les mettrai en référence avec mes remerciements sur cette vidéo là qui franchement est super bien faite là de Free Blue One Brown. Ici on a une représentation d'un réseau de neurones qui représente visuellement un modèle dans la mémoire d'un calculateur. Et ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils représentent donc ce réseau de neurones qui est entraîné, enfin qui va servir, qui est utilisé pour traiter des images. Donc là, on a l'image du chiffre 9 pour le coup dans cet exemple. Alors, on en a d'autres, par exemple l'image 7, voilà. Le chiffre 7 sur une trame de 28 pixels par 28, ce qui donne 784 pixels. Tous ces pixels viennent remplir avec des valeurs de niveau de gris. S'ils sont à 0, chaque cellule, chaque neurone dans ce qu'on appelle le layer, donc la première couche de neurones d'entrée, chaque pixel vient remplir avec une valeur qui va de 0 à 1, donc noir, de noir à gris, et ce sont des nombres à virgule. C'est pour ça que la puissance de calcul est très importante, parce qu'on va faire plein de multiplications sur des nombres à virgule avec une précision plus ou moins grande. On va utiliser des précisions à 16 bits, à 8 bits, à 4 bits s'il faut, où la précision sera pas très bonne, jusqu'à 32, 64, 128 bits, là on a une précision excellente, mais wow, la quantité de calcul que ça représente, c'est monumental. Bref, ici ils ont mis 3 petits points, parce que sur les 784 entrées, ils ne voulaient pas les représenter toutes, mais imaginez que chacun de ces neurones d'entrée va avoir une valeur, va partir vers, chacun part vers tous les neurones du deuxième layer, de la deuxième couche. Eux, ils ont déjà une valeur parce qu'ils ont été entraînés. Et en fait, on va faire la somme de tout cela et les envoyer vers ce point-là et le multiplier par la valeur de ce neurone. Et ça va nous donner une espèce de nouvelle moyenne de ce point. Et lui va se répartir dans tous les autres suivants. On va refaire une addition avec une division, on va dire. C'est pas exactement une moyenne, mais une grosse addition de tout ça. Ça part dans l'un, on multiplie par la valeur de ce truc, on l'ajuste. Et ça finit dans cette dernière couche qui ne comporte que 10 possibilités, 10 sorties. Ces 10 sorties vont de 0 à 9. Et elles permettent, elles ont des valeurs, chacune. Et celle qui a la valeur la plus élevée, eh bien, veut dire que c'est la représentation du chiffre qui est dans l'image. Je ne vais pas rentrer plus avant là-dedans, en fait, juste pour vous expliquer très brièvement, pour configurer ce réseau de neurones, puisque là on a les entrées, à la fin on a les sorties, et dans les layers intermédiaires, là ils ont choisi de prendre des layers de 16 neurones, 2 x 16, les layers intermédiaires ont été entraînés d'une façon assez simple et logique en fait. Ils ont pris des images d'entrée, ils les ont envoyées dans un réseau qui était dysfonctionnel parce que initialisé avec des valeurs aléatoires. Ils ont regardé le résultat et chaque résultat, 0, 1, 2, 3, 1, a une valeur. Et de ce résultat, suivant s'il est bon ou pas, on donne un score et on fait remonter en sens inverse. Et en remontant en sens inverse, on apprend à chacun des neurones comment il doit s'ajuster avec une valeur qu'on appelle le loss, qui est la perte. Quand on rentre, quand on rentre dans ce sens-là à l'image, puisque moi c'est inversé, quand on rentre, on arrive à la fin, on a une perte, donc on a une possibilité de réajustement, et on remonte en réajustant, et puis on réessaye. Et on le fait sur des centaines de milliers d'images s'il faut, sur des milliards de fois, pour entraîner chacun de ces neurones. Et le résultat, c'est que dans ces quelques couches intermédiaires de neurones, c'est 2 x 16, alors c'est un peu plus que ça, puisque dans chaque neurone, on a 2 valeurs, sa valeur plus ce qu'on appelle un bias, peu importe. Donc 16 plus 16 fois 2, on arrive à coder le fait d'interpréter l'image d'entrée
et d'obtenir un résultat de sortie qui est que cette image en entrée, c'est tel ou tel chiffre, en partant bien sûr du principe que le modèle ne sait reconnaître que des chiffres un par un. Voilà. Après, on peut lui coller, ou dans ce même modèle, on peut rajouter un petit peu plus de paramètres et puis essayer de l'entraîner pour reconnaître s'il y a plusieurs chiffres. Donc, combien de chiffres, quelle est l'unité, la dizaine, la centaine, etc. Voilà, bon, je voulais pas raconter plus de choses que ça à ce sujet, mais c'est fait. Alors, nos modèles, les modèles qui nous intéressent le plus, donc je vous l'ai dit, c'est d'abord le modèle de diffusion. Et qu'est-ce que c'est qu'un modèle de diffusion qui est entraîné sur un système? Parce que des fois, ce modèle de diffusion, celui dont on parle en IA générative d'images, on parle souvent, quand on demande à quelqu'un quel outil tu as utilisé, il va vous dire par exemple Stable Diffusion. Stable Diffusion, comme son nom l'indique, c'est un modèle de diffusion, mais ça n'est pas que ça. Stable Diffusion ne peut pas fonctionner tout seul. On doit lui adjoindre deux autres modèles qu'on appelle, on va le voir, le CLIP et le VAE. Je vais vous dire les acronymes. Et le modèle de base, hein, celui qui crée, qui génère l'image à partir de rien, comme on l'a vu, c'est le modèle de diffusion qui est entraîné sur un système qu'on appelle parfois UNet. Et j'ai noté que parfois on l'appelait, voilà, on dit que c'est le denoiser. Oui, je me suis fait des petites notes là à côté. Voilà, on dit que c'est le denoiser, puisqu'il part d'un bruit et il va essayer d'enlever le bruit pour voir ce qu'il y a dedans, des choses qu'il connaît. Alors il ne sait pas ce que ça représente, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a quelque part, on va dire, déjà vu, ou une moyenne de ce qu'il a déjà vu. Et étrangement, ça refabrique des images. Alors on parle de UNet parce que l'entraînement de ces systèmes sont faits sur une hiérarchie, comme on a vu avec les neurones avant. Ici, en fait, on va entraîner un modèle de diffusion avec des images et on va lui donner plusieurs fois la même image, mais avec de plus en plus de bruit. Et il va récupérer ces images et on va dire les encoder quelque part à sa façon. Et puis ensuite, il va les décoder, et puis on va voir si le décodage, en repartant d'une image bruitée, s'il arrive à reconstruire l'image source qui n'avait pas de bruit. Et donc on va l'entraîner à remonter à une version non bruitée d'une image qu'on lui donne. Et c'est le principe du denoiser, donc enlever le bruit, des modèles de diffusion. Heureusement, c'est le même mot en français et en anglais. Ce sont des modèles de diffusion. Mais l'étrangeté, c'est que ces modèles de diffusion ne savent faire que ça. Vous leur donnez des images uniquement du bruit ou des images avec du bruit, et ils vont essayer de reconstituer l'image originale. Alors, je vais vous le faire en image pour bien comprendre, parce que c'est super important de bien comprendre cette étape-là. Donc là, je passe, c'est une vue de mon écran. Je suis statique parce que c'est une capture d'écran de ma vidéo que je viens de faire. Donc là, c'est une image de moi, et imaginez que, alors je vais dupliquer ce calque, imaginez qu'on donne cette image à notre IA dans le réseau UNet, hein. Donc on lui donne, il l'analyse, et puis bref, ça remonte. Alors pour l'instant, en fait, ça remonte pas, puisqu'on va lui donner plusieurs images à la suite. On va lui donner celle-ci, l'image d'origine, et on va lui donner une autre image, l'image donc A plus 1, enfin I plus 1, si on dit image, et on va lui rajouter un bruit. Donc là, je vais prendre la fonction de Photoshop qui s'appelle Add Noise. Oups, ouais, c'est bon. Voilà, et je vais rajouter un bruit. Et on va lui donner ces deux images, alors une image originale et l'image avec le bruit. Donc, prends la première, celle avec le bruit, et on va essayer d'adapter le modèle de réseau de neurones, puisqu'il va, donc je le répète, passer dans le système de UNet, il prend les deux, il essaie de reconstruire celle qui a du bruit pour se rapprocher de celle qui n'a pas de bruit, et il apprend ce qu'il doit faire à partir des images bruitées. Et puisqu'on est vicieux, on lui donne plein de fois la même image, avec plus ou moins de bruit, et ce plus ou moins de bruit, on lui donne avec un scuddler, une espèce d'échéancier. C'est-à-dire que
c'est pas je mets une valeur de 50 de bruit, puis celle d'après je rajoute 50, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est la première fois que je lui en donne quand même une couche assez élevée, puis après j'en donne un petit peu de moins en moins pour affiner la recherche. C'est un terme qui va venir, ce qu'on appelle le scuddler, c'est-à-dire on établit un planning de la façon dont les images ont été données avec du bruit, et on va utiliser le même planning pour revenir en arrière. On va utiliser le même planning mais à l'envers, pour qu'il aille doucement d'abord, puis de plus en plus grand à la fin, éventuellement, ou de vite au début et moins vite à la fin. Et vous allez voir que ça marche d'une façon diaboliquement efficace. Franchement, c'est incroyable. On va venir sur donc mon outil que j'utilise. Ah oui, je vous disais, les gens, voilà, tu as fait ça avec quoi? Alors on peut dire, j'ai fait ça avec Dali, ok. On peut dire, j'ai fait ça avec Stable Diffusion. Là, c'est un tout petit peu moins ok, mais bon, allez, on va dire que ça passe. Mais quand vraiment on rentre dans le détail du fonctionnement, il vaut mieux séparer les différents modèles que l'on utilise. Parce qu'il y a peut-être un modèle de diffusion de base, mais on utilise d'autres modèles avec. Donc ça, c'est très important. Revenons à notre UNet. Alors ici, j'ai une configuration, ce qu'on appelle donc un workflow. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Ici, la partie principale qui va faire fonctionner l'ensemble utilise un modèle. Alors, on ne voit pas de petit trait arriver ici, mais il est allumé. Ça veut dire que je lui ai dit ailleurs, je lui ai dit quel modèle il devait utiliser. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que dans cette zone dans laquelle je suis censé rentrer, je vais l'appeler prompt, dans laquelle je suis censé rentrer le prompt. Ici, il est écrit texte, mais en fait, il n'y a rien. C'est juste pour dire que c'est une zone de texte. Et ce case sampler, il a besoin d'autre chose pour travailler. Alors, il a besoin du modèle, on l'a vu. Il a besoin d'un prompt, même s'il est vide. Et il a besoin d'un autre truc ici, c'est un empty latent image, un espace de travail latent qui, pour l'instant, alors, c'est pas qu'il est vide, je vais vous expliquer ça. On part avec du bruit, en fait. Et puis, comme je vous le disais, donc ici, on va faire la sortie, donc l'image, et je vais la sauvegarder en indiquant son nom là à la fin. Donc, l'outil que j'utilise, l'outil d'interface, voilà, il faut vous habituer maintenant à parler des modèles que vous utilisez, des modèles au pluriel, et de l'interface que vous utilisez pour déclencher ce modèle, parce que en guise d'interface, vous pouvez carrément utiliser du langage Python, ce sera des lignes de code. Et quand vous approfondissez le truc, et vous commencez à faire ça, parce que vous allez programmer vos propres nodes, vos propres nœuds, on verra ça un jour, vos propres nœuds avec vos outils spécifiques qui vont utiliser du langage Python pour piloter les modèles. Les modèles ont besoin d'être, comme on l'a vu, alimentés en informations pour donner un résultat. Et ce résultat, il va falloir le décoder pour le transformer, pour obtenir ce que l'on veut. Alors, pourquoi il faut l'encoder et le décoder? Parce que on va pas... quand un modèle... Alors, contrairement à ce qu'on croit, un modèle ne prend pas directement un texte en entrée pour donner une image en sortie. Le modèle, il est beaucoup plus léger que ça. Il est beaucoup plus simple, on va dire. Les modèles de diffusion partent d'une image avec du bruit et essayent d'enlever le bruit pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, je vous ai sorti 2-3 images de... Voilà. Ça, c'est des images de vieux signaux de télévision avec des écrans CRT qui affichaient ces lignes sur des émissions de signaux fréquence HF, haute fréquence. Quand le tuner était mal syntonisé, c'est peut-être des mots qui ne vous parlent plus, en tout cas aux plus jeunes. Quand on n'était pas sur la bonne fréquence d'émission, on avait de la neige. Et quand on était un tout petit peu à côté, ou que l'antenne d'émission qui nous envoyait le signal était un petit peu en panne, ou suivant le temps, on avait de la neige qui apparaissait, et cette neige pouvait apparaître en plus de l'image qui était là. Alors quand je dis en plus de l'image, je suis pas arrivé à trouver une image démonstrative de ça, mais
ici, voilà, on ne sait pas s'il y a un signal, mais qu'il est complètement parasité par du bruit. Alors, voilà, si on diminue la taille, on voit, je ne sais pas si vous voyez ici, alors, je vais faire une capture de ça. Voilà, dans mon petit logiciel maintenant. Je vais la réduire encore, cette image. Alors ici, je vais la réduire, on va dire, aller à 180 pixels de largeur. Et puis, je sais pas si vous voyez qu'il se dégage quand même des formes là. Il commence à se dégager des formes. Alors, je vais annuler ce que j'ai fait et je vais la réduire à 120 pixels. Voilà. Je sais pas si vous voyez, il y a un truc là au milieu. C'est-à-dire qu'on voit bien des lignes horizontales, mais ici, on distingue des petites lignes en diagonale. Donc, il y a peut-être des choses là. Et c'est... Oups, je ne voulais pas faire ça du tout. Voilà, enfin bref. Là, on voit qu'il y a plutôt de l'horizontale, mais voilà, là au milieu, il se passe des trucs assez étranges. Et donc, les modèles de diffusion, eux, ils sont entraînés à partir d'images comme ça et à essayer de voir ce qu'il y a dedans, mais sans comprendre ce qu'il y a dedans. On leur donne une image avec du bruit et ils essaient de revenir en arrière. Et quel genre de bruit on leur donne? Ben, on leur donne un bruit non seulement violent, mais un bruit qu'on ne peut pas voir nous-mêmes sous forme de représentation visuelle. Parce que c'est un bruit qui est généré dans l'espace de travail du modèle de diffusion qui est ce qu'on appelle un espace d'image latent, puisque le modèle, enfin, quand c'est du text to image, on rentre du texte pour obtenir de l'image. Eh ben, le modèle de diffusion va partir d'une zone de travail qui est censée représenter à sa façon à lui, c'est-à-dire des centaines ou des milliers, voire des centaines, enfin des dizaines de milliers de vecteurs qu'on ne peut pas représenter sous forme d'image, qu'on représente sous forme mathématique. Et ces vecteurs, c'est n'importe quoi. Et le denoiser va essayer d'ajuster ce n'importe quoi pour retourner à quelque chose de potentiellement existant. C'est ce qu'il a appris à faire, même, je le répète, s'il n'a aucune idée de ce qu'il est censé d'abord obtenir. Ici, on a un générateur d'images latentes, et c'est ce que j'appelle en français le bac à sable. Le modèle, voilà, qui est censé être là, mais alors il y est, mais on ne le voit pas ici, parce que je ne veux pas vous induire en erreur et vous montrer quel modèle j'utilise ou pas. Le modèle, donc là, avec ce sampler, donc qui est la partie principale qui va mettre tous les systèmes ensemble et lancer la génération, on va voir les paramètres, plus ou moins en détail dans cette introduction. Donc je lui donne un modèle, un prompt qui est vide, je lui donne un espace de travail qui est donc une image latente, qui fait 720 pixels par 720, je viens de modifier la valeur sans faire exprès, et je vais simplement lancer le calcul en faisant CTRL Entrée. Et là, voilà, sur le graphe de mes cartes graphiques, donc c'est la deuxième colonne ici, on voit que la deuxième carte graphique commence à s'exciter là, et surtout il commence à remplir la mémoire du GPU numéro 2, GPU 2 Memory Usage, on passe d'un coup de 3 Go à 6,8, et puis ça va continuer à se remplir. Alors ça, en général, on change pas de modèle toutes les deux secondes, mais quand on change de modèle et quand on change de ce qu'on appelle des modèles adaptatifs qui vont venir adapter le modèle principal, bah, il doit les recharger et les combiner ensemble. Ça peut prendre plus ou moins de temps suivant ce qu'on lui demande. Et là, dans l'interface Comfy UI, on voit cette barre verte là qui s'agrandit. Et maintenant, on voit que ce bloc est entouré de vert, ça veut dire qu'il travaille ici. Hop, c'est parti. Et là, il va trouver quoi? Bah, il trouve une vache. Ok. Et vous remarquerez que je n'ai pas donné de prompt, hein, même pas texte. Hein. Encore une fois, ce mot texte, ça veut dire qu'ici, je suis censé rentrer du texte. Je lui ai donné aucun texte, je lui ai donné juste une image vide et je lui ai dit, ben, essaye d'enlever le bruit qu'il y a dans cette image puisque tu ne sais faire que ça. Alors, cet espace latent, donc c'est quelque chose qui n'est pas visible pour nous, c'est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers éventuellement de vecteurs mathématiques qui n'ont pas que pas que 2, 3 ou 4 dimensions, ils peuvent en avoir plus, ça dépend du modèle. Les modèles peuvent avoir des vecteurs avec plus ou moins d'entrées.
Euh, donc ça, c'est pas fixe, et en plus, on peut, sur des modèles de diffusion aujourd'hui, on peut travailler sur des entrées. Vous savez, si on revient sur ce graphe là qui montre comment fonctionne un réseau de neurones, ici, leur réseau de neurones, il a eu une taille d'entrée qui est fixe de 784. Les modèles qu'on utilise en diffusion sont semi-adaptatifs. On peut leur donner plus ou moins d'entrée, plus ou moins de paramètres d'entrée. Et ça, c'est vraiment extraordinaire d'un point de vue mathématique. Et alors, je le répète encore une fois, parce que c'est très important de comprendre ça. Un modèle de diffusion part d'un bac à sable où les grains de sable sont n'importe comment. Ces grains de sable passent dans ces layers, donc ces réseaux de neurones, on va dire, et les grains de sable sont filtrés, et ce qui se dépose en bas, comme si on avait plein de tamis, c'est une métaphore que j'aime à faire, ce qui se dépose en bas, c'est des grains de sable distribués d'une façon qui fabrique une image que nous, on peut voir, mais pas tout de suite, parce que ce travail se fait dans l'espace d'image latent. Alors pourquoi je dis pas tout de suite? Parce que ici, dans ce bloc de sortie de l'image, on a un petit outil que j'ai caché, et maintenant on voit la liaison entre les deux. C'est-à-dire que le modèle va travailler dans un espace latent, donc on lui donne un espace latent plein de bruit, et il ressort, enfin il modifie cet espace latent pour voir s'il, enfin c'est pas qu'il le reconnaît, pour voir s'il fait ce qu'il est, enfin pour voir, il fait ce qu'il est censé faire, c'est enlever le bruit de cette image, il le fait, il a aucune idée de ce qu'il y a dedans, mais le résultat c'est quelque chose qu'il a appris à faire à l'envers, donc enlever le bruit, et reconstruire dans l'espace latent une image, et ici ben, c'est une vache, et nous on reconnaît ce que c'est, lui il a été entraîné en fait, à reconnaître dans le bruit des images que nous reconnaissons. Parce qu'on peut lui donner plein d'images de bruit et bruiter les images de bruit, et il saura les débruiter, même si ça représente rien pour personne. Alors imaginez que les images de bruit qu'on lui donne maintenant, c'est des images de bruit quand on les regarde, mais imaginez que ces images contiennent des informations codées dans le bruit. Là, ça devient super intéressant. Bon, c'est autre chose. Donc, on utilise un autre modèle qui s'appelle le VAE. Donc ici, c'est un tout petit module, un node, donc une fonction, qui prend l'image latente restituée par le modèle de diffusion. Il utilise un modèle de VAE, je fais exprès de ne pas vous montrer lequel c'est pour l'instant, pour reconstituer l'image, et l'image, on la sort ici vers un module qui permet de l'afficher et de l'enregistrer. L'enregistrer dans le disque dur. Et faites gaffe parce qu'on se retrouve avec des kilotonnes d'images dans tous les sens. Bon, donc pensez à donner, ici on donne un nom de dossier et puis un nom de fichier, on verra ça, mais voilà. Sachez qu'on remplit vite nos disques durs. Une fois là, sur une période de même pas 15 jours, genre 12 jours, j'ai rempli 2 téraoctets avec des modèles que j'ai fabriqués, enfin des modèles, oui, mini-modèles que j'ai fabriqués pour les rajouter dans des modèles existants, pour modifier les modèles existants, ce qui me donnait des modèles, donc 16 Go, 22 Go, plus 22, plus un autre de 12, etc. Et j'ai rempli 2 téraoctets en un rien de temps. Donc j'ai appris à faire attention. Donc ce décodeur VAE, en fait, il va transformer l'image résultante dans l'espace latent en quelque chose de visible. Donc le VAE, qui s'appelle donc, qui veut dire Variational Auto Encoder. J'avais dû me mettre un petit mémo là, voilà. Le VAE, donc c'est le Variational Auto Encoder. Alors, figurez-vous qu'en général, les VAE savent encoder et décoder. Donc là, on l'utilise pour décoder. C'est le même VAE, donc c'est un modèle. Enfin, oui, c'est un modèle, c'est un réseau de neurones que l'on utilise en mode décodage, c'est-à-dire dans un sens, parce qu'on peut l'utiliser en encodage dans l'autre sens. On va le voir plus tard. Et donc, il décode le travail du denoiser. Et il me sort une image qui est visible par nous. Et nous, il s'avère que ce qu'il a sorti, ça nous parle, ça ressemble à quelque chose que l'on connaît, une vache. Alors, ici, on a des paramètres. On ne va pas rentrer dans les paramètres en détail, mais on a le seed,
qui est un... Donc, alors, le seed, il peut être fixe ou aléatoire. Quand il est aléatoire, grosso modo, ça nous donne d'autres propositions. Quand il est fixe, donc le seed, c'est la graine d'origine du calcul. Il est décomposé ici en deux valeurs, la graine, et je fais quoi une fois que j'ai fait un calcul? Soit je le laisse en aléatoire, randomize, soit je le laisse en fixe. Le mode fixe va permettre de reproduire ce que l'on a fait en fait. Donc là, si je fais CTRL entrée pour lancer un calcul, ou que je clique sur Q là en haut, il refait la même, parce que la précédente était déjà à 0, même si ce paramètre en dessous était à randomize. Si là je suis à 0 et randomize, en fait, c'est CTRL after generate. Donc quand je lance un calcul ici sur Q, il part de 0 et il modifie cette valeur pour que la prochaine génération ait une valeur de seed différente. Voilà. Mais si je le remets sur 0, j'ai bien la même valeur originale et je reste en mode fixe. Ça veut dire que maintenant je peux passer au seed numéro 2 et là on en a pratiquement une infinité. Si je refais une génération, un denoise, eh bien il voit autre chose et cette fois il voit un petit chien. Alors on va en faire d'autres vite fait. Alors ici on voit les différentes étapes parce qu'il raffine le denoise qu'il est en train de faire en plusieurs étapes et je vais vous expliquer. Il utilise un modèle qu'on appelle de clip, Contrastive Language Image Pre-Training. C'est un autre modèle complémentaire qui va travailler, ils vont travailler ensemble. Donc très souvent on a déjà de base un modèle de diffusion, un modèle de VAE pour encoder et décoder les espaces d'images latentes sur lesquels le modèle de diffusion travaille, et un modèle de clipping qui va faire la relation avec le prompt, avec le texte, parce qu'on va faire du text to image. Là, on ne fait pas de text to image, on fait en fait de l'image to image, sauf que l'image qu'on lui donne, c'est une image complètement aléatoire. Donc, là, il nous a fait ça. Bon, les styles, les deux premières se ressemblaient beaucoup. On va voir si la suivante se ressemble encore dans le style. Pas du tout. Là, il a trouvé, il est parti dans son enlevage de bruit et maintenant, c'est une femme au bord de la plage. Ok. Pourquoi pas? Il n'y a aucun mal à ça. Voilà ce qu'il a vu. Enfin, ce qu'il a vu. Lui, il sait pas que c'est une femme au bord de la mer. Il dit, tu veux que j'enlève le bruit? Bon, moi, je sais le faire comme ça. Il le fait. Et résultat, on a ça. Voilà, très important de comprendre. Encore une fois, il faut le marteler. Le modèle UNet qui fait du denoise, qui enlève le bruit des images, ne sait faire que ça. Il n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire, mais alors aucune. Simplement, il le fait. Et vous avez vu que quand on fait là des étapes, dans ce preview, puisqu'en fait, ici dans Comfy UI, on peut activer ou pas un petit système de preview qui prend un tout petit peu de temps, ça va assez vite, mais c'est pratique ici, pour voir à chaque étape, qu'on appelle les steps, dans le denoise, il va essayer d'enlever du bruit, puis d'enlever, puis d'enlever, puis d'enlever. À chaque étape, on peut afficher avec un système de prévisualisation, et notamment le TAESD, donc... AE, donc c'est l'auto-encodeur, et SD ici c'est pour Stable Diffusion, donc il indique que c'est slow, mais bon, quand on a une carte carte de calcul assez puissante, même dans d'autres cas, même avec des cartes de moins de 12 gigas, on peut l'activer pour voir un petit peu ce qui se passe, parce que des fois ça permet de couper le calcul si vraiment ça va pas du tout. Si on voit dans les previews que c'est pas du tout ce qu'on veut, il doit y avoir un problème qui est quelque part, on peut interrompre ici avec le petit bouton croix. Je vous parle un petit peu de l'interface pour vous familiariser. Il existe d'autres interfaces comme Automatic 11, qui sont des choses beaucoup plus simples, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Si vous venez de la 3D, du motion design, etc., allez pas voir ailleurs, prenez un bon Comfy UI. Alors, Comfy, ça veut dire confortable, c'est le diminutif de confortable en anglais, et UI c'est User Interface. Donc c'est une interface pour utiliser les modèles et les piloter et leur donner à manger. Et récupérer, voir le résultat, l'enregistrer, le tripoter, etc. Donc là on a décodé l'image, mais puisque les espaces latents, tels que celui qui sort ici, on peut les décoder,
peut-être que cet espace latent là, empty, qui est vierge, peut-être qu'on peut le décoder avant de l'envoyer au sampler pour qu'il demande au modèle de travailler dessus. Eh bien, figurez-vous que oui, on peut reprendre ici, alors on trace un petit trait de la sortie, là, latent, je relâche, et puis, alors là où on va utiliser un VAE décode, le même module que celui que j'ai déjà là en haut, pour décoder l'image latente après le travail du sampler, enfin du modèle de diffusion. Il se connecte automatiquement, là, le petit bouton est entouré, un petit halo, il se connecte automatiquement au VAE que j'ai sélectionné par ailleurs. Et ici, je vais sortir un petit trait là et je vais prendre un image preview. Donc ça, ce sont des nodes. Donc ce sont des petits modules qui ont chacun une fonction plus ou moins précise. Et maintenant, si je relance la chaîne de calcul, ah, il me dit, ouais, mais non, je veux pas décoder. Alors ça, c'est un exemple de ce qui va vous arriver sans arrêt. C'est que dans ce système d'interface, dans l'IA en général, quand on va à la base pour utiliser les outils de base, eh bien, les interfaces vous permettent de connecter entre elles des choses qui vous paraissent cohérentes, puisque vous avez ici donc vous générez un espace latent et vous essayez de le décoder et vous essayez de le visualiser. Et là, le décodeur qui s'allume en mauve, là, on va dire, si je refais, hop, il s'allume en mauve et il dit bah il y a une erreur. Le VAE décode, il dit non, les groupes, voilà, dans le premier groupe, les tailles, enfin le poids des tailles 512, 16, 3 n'était pas attendu concernant les entrées 1, 4, 90, 90, d'avoir il s'attendait pas à ce qu'il y ait 16, enfin il s'attend à ce qu'il y ait 16 canaux, mais il en a obtenu uniquement 4. Et là vous dites, mais je comprends pas, cet espace latent, que je l'envoie dans le key sampler et il me dit pas qu'il y a de problème, et quand ça ressort, j'utilise le même VAE décode, et pour s'assurer que ce soit le même, je vais supprimer celui-ci et je vais dupliquer celui-là en appuyant sur Alt. Voilà, je le duplique là, je rentre l'espace latent ici, je sors l'image, j'essaye de refaire, de renvoyer, non, c'est la même erreur. En plus, c'est des erreurs qui sont pas explicites du tout. On peut cliquer sur Show Report pour voir un rapport plus détaillé de l'erreur, mais là, il n'y a rien de plus. Et on a le Find Issues qui nous permet de voir si sur Internet, notamment dans le serveur GitHub, s'il n'y a pas des erreurs qui ont déjà été rapportées à ce sujet. Donc il fait une recherche avec toute la phrase qui contient l'erreur, mais il trouve rien. Rien dans les problèmes ouverts et rien dans les tickets fermés. Eh ben, ça va être votre quotidien, parce que tant que vous le savez pas, vous le savez pas. C'est-à-dire que, par exemple ici, ce sampler, cet échantillonneur, qui va donner son travail au modèle, si on lui donne un espace latent d'un certain type, c'est pour ça qu'il faut bien connaître les nœuds, les nodes, là on a un espace latent d'un certain type. Alors justement, quel type? Eh bien, de type 8 canals. Si on lui donne un espace latent avec 8 canaux et qu'il utilise un modèle qui en prend 16, eh ben, il se débrouille pour transformer l'espace latent de 8 canaux ou de 4, je sais plus ce que j'ai dit là, oui, de 4, il transforme l'espace latent de 4 en 16. Et il fait le travail et ça sort en 16, et ce VAE décode veut bien faire le travail sans erreur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre type d'espace latent. Alors je crois qu'il faut utiliser le empty SD3. Alors figurez-vous que là SD3 ça veut dire Stable Diffusion 3, c'est le type 3 est compatible avec d'autres, avec des modèles qui sont pas forcément les modèles de Stable Diffusion en fait. Là, ils ont utilisé ce terme-là, SD3. J'aurais préféré qu'ils indiquent que c'est un espace latent de 16 canaux. Comme ça, on sait avec quoi c'est compatible ou pas. Maintenant, si je prends cet espace latent-là,
et que je le rentre dans ce décodeur et que je lance ça. Alors cet espace latent fait 1024 par 1024. Eh bien, l'image qu'il y a dans cet espace latent, c'est ça. Alors ça, c'est une représentation visuelle. C'est en fait des valeurs aléatoires. Et toutes ces valeurs aléatoires, quand on essaie de les convertir dans un espace visible par les humains, ça donne cette couche de gris. Mais pourtant, là, on a bien plein de valeurs aléatoires. Tout plein. Énormément. Donc, il part de ce bac à sable aléatoire. D'ailleurs, tiens, je vais supprimer celui-ci et puis on va rentrer celui-là là. Et on va voir que c'est compatible parce que si ça ne l'est pas, bah, ce K-sampler se débrouille pour faire la conversion. On va parler vite fait maintenant. Voilà, on voit première image, deuxième, troisième, quatrième, voilà. Donc il fait ce qu'on appelle des steps. Et c'est la valeur qui est indiquée là, steps 20. Donc il raffine l'image en 20 fois. Et donc on voit les 20 étapes apparaître. Je trouve que c'est un petit peu lent quand il travaille sur des espaces latents de type SD3. Ce sampler est plus lent que si on part d'un espace latent de type standard à 4 canaux au lieu de 16. Bon, c'est normal, à 4 canaux, il va plus vite, mais il y a moins de précision. Donc là, on est parti de rien, hein, d'une image de bruit, ça, et il a décodé cette image, il a enlevé le bruit, et puis on a obtenu ça. Bon, ok, c'est un style. Alors, ces 20 steps là, donc on les voit apparaître un par un ici, mais on peut utiliser moins de steps, bien sûr, divisé par 2, bah, ça va 2 fois plus vite, mais vous allez voir que ça a une incidence, parce que il prévoit en fait les steps qu'il va faire, les pas qu'il va faire, et puisqu'il a une prévision où il sait qu'il va faire 10 pas, et ben il s'y prend pas, c'est pas des pas de la même longueur, les 10 premiers pas, là c'est pas quand je passe de 20 pas à 10 pas, ça n'est pas qu'il fait uniquement les 10 premiers, c'est qu'il fait ce qui est indiqué derrière, mais on va pas regarder en détail. Le CFG, c'est la contrainte par rapport au prompt, mais ici on n'a pas de prompt, et il utilise un sampler et un scuddler, et il va faire un denoise complet, c'est-à-dire de 0 à 1. Donc ça, il va le faire, mais il va le faire en 10 étapes au lieu de 20, donc les 10 étapes ne sont pas les 10 premières étapes qu'il a fait quand je lui ai dit d'en faire 20, c'est pas la même chose. Et en plus, il y a autre chose qui change, c'est que si on modifie la taille de l'espace latent d'entrée, si au lieu de 1024, je vais mettre la valeur qui est juste en dessous, il faut travailler avec des multiples de 16. Hein. Donc ici, je clique et je glisse à gauche, donc on passe à 992. Voilà, si je change juste ça, multiple de 16, 992, je devrais avoir un intermédiaire. Bon, il ne me propose pas d'intermédiaire, multiple de 32. C'est pas grave. Allez, on lance ça. Donc je passe juste à la valeur d'en dessous sur la largeur de l'image. Et on va voir que le résultat n'est pas du tout le même. En bas, ce sont des previews. Alors, en bas, c'est tout ce qui sort sur l'interface en haut, ça rentre là. Comme ça, on peut voir toutes les images générées lors des différentes étapes de notre workflow. Donc c'est pour ça qu'il me ressort le bruit à chaque fois que je fais une image, parce qu'il repasse là, quoi. En gros, il regarde et il dit, bah oui, bah, il y a une image de preview. Allez hop, je l'envoie dans le fil. Et là, il voit un blouson. Voilà, simplement parce que j'ai enlevé quelques pixels dans la largeur de la fabrication de l'espace latent dans lequel le modèle de diffusion allait travailler. Vous voyez les phrases à rallonge que je fais pour utiliser les bons mots, mais franchement c'est très important. Donc on va enlever ça parce que j'ai pas besoin qu'il me fabrique des images à chaque fois là. Enfin les images de l'espace latent directement affiché. Donc là il a vu un blouson, ok, bon, ok, peu importe. Alors maintenant, l'autre modèle qui rentre en jeu, c'est le clip. Oui, alors, vous me pardonnerez, des fois je dis clipping, mais en fait, c'est un mot que je me suis fait dans ma tête. Clipping, c'est quand on coupe un truc, là, c'est pas le cas du tout. Les modèles de clip, donc, on va voir l'acronyme, ça veut dire Contrastive Language Image Pre-Training. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous l'ai expliqué, le modèle de diffusion, il
il fait ce qu'il sait faire, mais il a aucune idée de ce qu'il obtient. Il ne sait pas que c'est un blouson. Lui, il a pris une image, il a enlevé le bruit, et voilà, il a aucune idée. Oui, excusez-moi, ça n'était pas l'écran quand j'ai mis clip là. Clip Contrastive Language Image Pre-Training. Alors, c'est un entraînement, c'est un modèle qui est entraîné sur les mêmes images que l'on a utilisées pour entraîner le modèle UNet de diffusion, mais lui, il a les légendes qui vont avec les images. Donc ce modèle, ce réseau de neurones-là, il va être pré-entraîné avec des couples images-légendes. Donc lui, le clip, il aura, c'est un modèle qui a les mots, il aura, faut faire gaffe parce qu'il y a des types de mini-modèles qu'on appelle des LoRa, des Low Rank Adaptators. Le clip, il aura, ou il a, le clip a un réseau de neurones qui associe les mots du langage et les images. Et comment ils vont travailler ensemble? Si vous rentrez un prompt, ça passe par le clip. Le diffuseur va commencer à enlever le bruit d'une image. Il va la soumettre au modèle de clip. Le clip va comparer l'image qui lui a été donnée avec les mots. Et il va lui dire, si tu veux t'approcher, il faut changer ça, ça et ça. Et ça revient. Alors quand je dis ça, ça et ça, ça se passe dans leur espace d'image latente. Pour traduire ça, nous, quand on voit des images avec nos yeux, on voit des choses, ok. Mais il y a une interprétation qui se fait dans le cerveau. D'ailleurs, on peut très bien fermer les yeux et imaginer visuellement quelque chose, une représentation. Là, je m'imagine un arbre. Voilà, je le vois. Certains ont du mal, quand ils ferment les yeux, à imaginer des images en couleur. J'y arrive assez bien. Bref, ça c'est mon espace latent de mes images à moi dans mon cerveau. C'est la même chose pour ces modèles. Ils ont un espace latent qui est fait de centaines de milliers de vecteurs dans tous les sens. Et eux, c'est plus pratique de travailler comme ça pour eux. Donc, le modèle de diffusion va essayer de faire un truc. Et le clip va lui dire, ok, maintenant il faut que tu corriges ça, c'est-à-dire que va plutôt dans ce sens-là et dans tel autre. Alors je dis va dans ce sens-là, parce que mathématiquement, ça se représente sous forme de vecteur, et parfois même, on représente certaines choses sous forme de... Voilà, sous des formes comme ça, où on voit des systèmes de profondeur, parce qu'on cherche à se rapprocher de plus en plus du point le plus bas, mais c'est un... Oh, excusez-moi, j'ai pas mis à l'écran. Voilà, sur une zone représentée comme ça, mais encore une fois, ça c'est qu'une vue humanisée, on va dire, pour qu'on puisse comprendre. Ici, on cherche la partie la plus basse, mais il y a plusieurs zones qui sont basses, une ici, une là, et il faut, même si on part de là, il faut descendre pour aller jusqu'à celle-ci, on va dire, se rapprocher au plus près de ce que l'on souhaite obtenir. Et donc, dans cet espace latent, le clip, le modèle, c'est un modèle. Le clip est le compagnon du modèle de diffusion. Et on va voir que le sampler va associer les deux. Alors, ne vous inquiétez pas si ici j'utilise un petit module qui sert à indiquer le guidance. On y reviendra. Ça, c'est adapté au modèle de diffusion Flux. Ici, on a un clip, j'avais caché ça pour pas vous embrouiller la tête. Ici, on a le prompt négatif, mais il va pas être utile ici, puisqu'en fait, j'utilise le modèle Flux. Et on a le positif ici. Le positif, donc c'est du texte. Je le passe dans un text to conditioning. Donc là, ça se transforme en ce qu'on appelle des tokens. Il va transformer le texte dans des valeurs. Et ces valeurs, je vais leur affecter un facteur multiplicateur qu'on appelle ici donc le guide, la guidance, le guidance. Et ça part dans... allez, je vais le mettre comme ça. Ça part dans la section positif du sampler qui va réunir toutes ces infos. Le négatif va dans le négatif, mais alors on le donne pour l'instant, mais dans Flux, dans le modèle Flux, ça sert à rien, dans le modèle de diffusion, de clip, etc. Et on lui donne toujours une image latente. Et maintenant, on va rentrer une phrase, on va mettre... tiens, je vais mettre une phrase en français. Une femme de dos. En 10 steps. Apparemment, il a capté le concept de femme. On va voir si on arrive à le reproduire sur un seed différent.
Mais alors pour le reste, n'importe quoi. Alors, on va monter à 20 steps. Même si je trouve que là c'est un petit peu lent, je vais remettre un empty latent image standard, pas le SD. On peut monter à 1024 par 1024. Alors, ne serait-ce que, ouais, suivant le type d'image latente bruitée d'origine que vous utilisez, les résultats seront pas les mêmes. Bon, là c'est plus une femme, mais elle n'est pas du tout de dos. On va voir si là le résultat est le même ou pas. Bon, c'est un petit peu lent, je sais pas pourquoi. Pourtant, il me semble pas que j'utilise des versions du modèle Flux, parce qu'il y a des versions de modèles. Est-ce que c'est la même chose là? Oui, ça a l'air d'être la même chose. En fait, il doit très très mal comprendre ce que je lui dis en français, donc femme à la limite, vu que c'est un mot qui parfois est utilisé en anglais, il comprend un petit peu. Donc maintenant, on va lui dire woman from behind ou from the back, je sais pas trop. Par derrière. Ça n'est pas sale. Bon, c'est un petit peu lent, mais allez, c'est pas, je vais pas chercher de quoi ça vient maintenant. Ah, je sais, ça y est, oui, ça y est, j'ai trouvé. C'est qu'ici la valeur de CFG, alors ça c'est encore, ça c'est le classifier free guidance. Quand on utilise un modèle Flux, on doit être à 1 ici et j'étais à 8. Donc on va refaire à 1 et voilà. En fait, c'est encore un facteur multiplicateur qui va donner, qui va dire au modèle de clip à quel point il doit s'acharner sur dire au modèle d'une façon plus ou moins acharnée et tu fais ce qu'on te dit, quoi. Tu corriges ça comme ça et comme ça. Et maintenant, voilà, on a bien une femme de dos et puis on a retrouvé la bonne vitesse. Vous voyez, il suffit de modifier un petit paramètre à droite, à gauche, ou qu'un paramètre soit pas bon et non. Bah tiens, on va réessayer une femme de dos. Profiter puisqu'en plus ça va beaucoup plus vite. Alors femme, il a reconnu le concept, on va dire, il reconnaît pas les mots-clés, hein, il reconnaît les concepts. D'ailleurs, tiens, pour apporter un petit peu de fun dans cette vidéo, bon les femmes, il faut pas faire des choses comme ça là, c'est pas safe for work comme on dit. Safe for work, c'est-à-dire qu'on c'est safe, être en sécurité pour le travail. Quoique quand on travaille dans des images de mode, voilà, on peut faire ça au travail. Une femme de dos, bah tiens, on va prendre le mot papillon et on va faire vite fait, allez, pour qu'on se détende un petit peu, qu'il y ait un petit peu de fun, parce qu'on y est déjà depuis 1h07, on va faire du macaroni prompting. On va regarder comment se dit le mot papillon dans différentes langues. Donc butterfly en anglais, je vais prendre ce mot, tiens, je vais le coller ici en mémo. Donc on a dit qu'en français c'était papillon. Donc papillon et on va demander dans une autre langue en islandais. C'est peut-être bon, c'est peut-être des caractères qu'il va pas aimer, mais bon, allez, on peut essayer. Je copie ça. Et puis on va en prendre une dernière langue, peut-être pas en japonais, mais en allemand. Voilà. Et le macaroni prompting, c'est que dans les légendes des textes qui accompagnent les images quand le modèle de clip est pré-entraîné, dans les légendes, parfois il y a des versions des légendes qui sont dans différentes langues, ou qui sont uniquement dans une langue, mais pas forcément l'anglais. Ce qui fait que on va voir si il comprend le papillon en français. Comme fille, donc je vais juste mettre papillon. Voilà. Donc là on voit, ok, il
comprends. On va prendre le mot, je sais plus ce que j'ai dit, en islandais, c'est ça? Alors, il faut mieux prendre des mots qui sont un petit peu à rallonge, sinon ça peut ressembler à des mots qui existent déjà dans d'autres langues. Alors là, il capte pas du tout. Pour lui, c'est ça, ok. Et pourquoi pas. Et puis, en allemand, on va voir. En allemand, il comprend. Alors, maintenant, on va faire donc ce qu'on appelle du macaroni prompting. Regardez, je vais prendre des syllabes. Je vais prendre le PA de papillon. Je vais prendre fille. Je vais prendre be. Je vais prendre chat. Je vais prendre pille de papillon. Je vais prendre fly. Oups. Et remarquez. Alors, je vais pas prendre le milieu du mot butterfly. Et là, j'ai pris SCH. Je vais prendre juste la fin de ce mot-là en allemand. Et si je copie ce mot, que je le rentre là, normalement, j'ai pas essayé avant. C'est pas loin. Enfin, c'est pas loin. Il a compris que c'était un truc qui fly. Et si j'enlève d'ailleurs fly, parce que fly, il doit comprendre que c'est une mouche. Tiens, je m'y attendais pas du tout, franchement. Alors, en général, quand je fais des exemples comme ça marche. Bon, là, ça ne marche pas. Ah, il y a le phi, vu qu'il comprenait pas du tout l'islandais, le phi, peut-être que ça le désoriente un peu. Et là, décidément, il n'a pas du tout assez de syllabes. Donc, on va prendre le but, il sort d'où? Ah oui, de butterfly. Et puis, je vais prendre, tiens, juste ces lettres-là, que je vais mettre à la fin. Donc là, il y a plus de syllabes qui... Bon, ça marche pas, bah, excusez-moi. Vous essayerez chez vous, en général... ça marche, c'est dommage. Attendez, je vais trouver une combinaison quand même qui marche, parce que là j'ai l'air un petit peu honk. Donc on va prendre pape, on va prendre teur, et on va prendre Metterling. Allez, j'aimerais bien avoir un papillon quand même là. Bon, décidément ça marche pas. Il faut dire que ça marche beaucoup mieux sur Stable Diffusion, donc je vais en profiter pour câbler un modèle Stable Diffusion. Donc là j'avais la préparation de mes... voilà, ça c'est des petits outils qui s'appellent les Everywhere Nodes, qui permettent de dire, bon allez, le modèle que tu utilises, quand un nœud a besoin d'un modèle, si il n'est pas spécifiquement connecté par un lien, eh ben, tu prends celui-ci, ce modèle-là. Donc là, c'est Flux One Dev version FP8. FP, donc c'est la précision des nombres à l'intérieur, parce qu'on a des versions FP16, etc. Le type de poids que je prends dans ce fichier, bah, c'est du E4M3, alors en FP8. E4, en fait, c'est les exposants, c'est 4 bits significatifs pour les exposants. Pardon. C'est 4 valeurs d'exposants et 3 pour les décimales. Bref, il y a plein de trucs comme ça à apprendre parce qu'on a des versions E5, M2. Ouais. Bon. Ici, ah oui, tiens, bah, c'est l'occasion de vous parler, pour terminer peut-être presque, dans les modèles. Si je fais une connexion ici, je vais charger un checkpoint. On parle load checkpoint, on parle parfois de checkpoints. Les checkpoints, c'est pas toujours vrai, mais on va réserver ce mot à une condition très simple, c'est un fichier, très important. Un checkpoint, pas une obligation, mais en général, c'est ça, à 95%. C'est un fichier qui contient à la fois le modèle de diffusion, le modèle de clip et le modèle de décodage, d'encodage, décodage VAE. C'est ce qu'on appelle un checkpoint. Alors le problème, c'est que les fichiers de diffusion, uniquement la diffusion UNet, peuvent s'appeler .safetensor.
Les fichiers clip, uniquement clip, peuvent s'appeler .safetensors. Les fichiers VAE aussi peuvent s'appeler uniquement le nom du fichier .safetensors. Et les fichiers qu'on qualifie en général de checkpoint s'appellent aussi .safetensors. Donc parfois c'est difficile de faire la différence. On s'habitue à faire la différence. Par exemple, CKPT, souvent ça contient les trois. La diffusion, le clip. Oh, excusez-moi. Voilà, ici si je clique dans ma liste des checkpoints installés dans mon système, voilà, un fichier lequel j'avais là, le CKPT, la .CKPT, en général ça contient les trois. Enfin, ça contient ce qu'il faut pour que le fichier soit autonome. Parfois les fichiers s'appellent SFT, comme Safetensors. Parfois ils s'appellent complètement Safetensors. Parfois on a, comme on peut voir, je crois là en bas, voilà. Ici c'est marqué VAE fixe. Bon, ben, ça veut dire qu'il y a un VAE à l'intérieur. On va prendre un modèle, on va prendre, je sais pas, Level 4 XL, qui est une version dérivée du Stable Diffusion XL. Et là, je vais connecter le modèle directement sur mon keysampler et le clip en entrée de là où j'en ai besoin. Donc on va plus utiliser ce que l'on a là-bas à gauche. Et le VAE que j'ai là, eh ben, il va utiliser le VAE qui sort d'ici. Ce qui veut dire que ce que j'avais configuré ici, maintenant, CTRL M, je le désactive. M, c'est comme mute. Je le rends muet. Donc je vais relancer une génération. CTRL entrée. Ah, j'ai oublié de connecter le clip, voilà, qui était utilisé dans le négatif. Pour le coup, SD peut utiliser, enfin Stable Diffusion peut utiliser le négatif. Donc là, lui est en vert, ça veut dire qu'il est en train de charger le fichier qui s'appelle level 4 xl alpha v04.safetensors. Et donc vous voyez, c'est un fichier qui contient modèle, clip et VAE. Tout à l'heure, on bossait avec Flux de façon séparée. Mais on peut travailler avec Flux avec des fichiers qui contiennent les trois modèles. Mais c'est le truc le plus important, c'est de commencer par apprendre qu'il y a plusieurs modèles en même temps. Et regardez, avec Stable Diffusion qui est entraîné avec des images de provenance beaucoup plus diverses dans leur légende, eh bien, ça marche. D'ailleurs, si je reviens dans cette zone de texte et que je reviens dans le mot que j'avais avant, oups, not safe for work, oulala. Donc là, il est temps, je veux pas que YouTube détecte ça, de rentrer ici dans le négatif. Je ne veux pas des choses qui sont not safe for work, qui sont pas acceptables. Ah, je l'ai en bas là, bon, allez, c'est en petit dans un coin. Il m'a refait la même chose, bon. On va faire clear là en bas. Oh là là, c'est encore pire. Bon, ben, je sais pas. Là-dedans, il doit y avoir un truc qui lui évoque des femmes nues. Bon, allez savoir. Bon, je sais pas trop quoi en penser. On va essayer en islandais. Je prends mes précautions. Bon, on a un visage comme tout à l'heure dans Stable Diffusion. C'est peut-être le nom d'un personnage connu dans la filmographie islandaise, je sais pas. Bon, bah il y a eu un petit not safe for work, mais je vais essayer de le camoufler au montage. Voilà. Ça m'ennuie parce que j'ai autre chose à faire que de remettre du flou dans une vidéo de 1h18. C'est dommage. Dernière chose, on va s'amuser une dernière fois avant de se quitter pour bien comprendre. Voilà, on va refaire un petit aperçu, le denoising, machin, avec une fonction, enfin une possibilité qui s'offre à nous, qui est extraordinaire, c'est que quand on fait travailler les modèles à partir d'un espace latent complètement bruité, on lui dit ici le denoise qu'il doit effectuer. Alors, je vais me mettre sur, prendre mes gardes, je vais butterfly, please. Ici dans le denoise, au lieu de lui dire, parce que denoise ça va de 0 à 1, au lieu de dire, ben, considère que l'image est complètement bruitée et débruite là complètement, si je mets que 0,4,
on va le voir. Un tout petit papillon ici. Si je mets 0,5, je pousse un petit peu plus le denoise, il trouve quelque chose. Il essaye de trouver même s'il n'y a pas un papillon, quoi. Ah, il a failli partir sur un papillon plus grand. Donc on peut lui dire de pas raffiner entièrement, on va dire. Alors c'est pas dans la surface, hein, mais de pas faire son travail de raffinage complètement. Non. Ok. Donc il y a des zones voilà, qui restent complètement floues. Et ça permet de partir d'une image latente qu'on va définir. C'est ce qu'on appelle de l'image to image. Alors on va le faire, on va prendre mon image, vous savez, de moi là. Ah oui, j'ai le bruit ici. Bah tiens, on va faire deux versions. On va faire une image avec moi bruitée et une non bruitée. Alors, la non bruitée, je vais aller la chercher. Alors, c'est pas le moment, mais pour info, faites attention quand vous glissez des images PNG dans votre Comfy, parce que si l'image PNG contient un workflow, parce qu'on peut enregistrer ces workflows dans les images que l'on génère. Si elle contient un workflow, ça va remplacer le workflow sur lequel vous êtes en train de travailler. Si vous ne l'avez pas enregistré, c'est dommage. Donc là, il faut bien prendre un load image. Oups, load image. Donc on va prendre un nœud qui permet de charger une image. Je vais enlever ce que j'ai créé par mégarde ici. Je vais glisser mon image de moi là-dedans. Voilà. Et au lieu d'utiliser un espace latent qui est rempli de bruit à 100%, je vais partir de cette image et je vais l'encoder dans un VAE. VAE encode. Donc je prends l'image, je l'encode. Alors, parfois j'aimerais bien que les termes soient les mêmes. Vous voyez ici, image, ici, pixels. Bon. Alors que là, on sort bien de ce décodeur en image pour rentrer en image dans le save image. Bon. Tout n'est pas standardisé à 100%, mais je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on a quand même quelque chose de assez standardisé au niveau des couleurs. Quand c'est des images, c'est bleu. Quand c'est du conditioning à travers des textes, c'est jaune ou orange. Donc le texte, c'est jaune, et quand c'est passé dans le système de condition, c'est orange. Les modèles, c'est violet. Bon, bref, ça marche assez bien. Et les VAE, c'est rouge. Alors, justement, je vais connecter le VAE que j'ai là-bas en haut, le modèle, parce qu'il a besoin d'un modèle pour travailler. Et je vais envoyer cette image dans l'espace latent ici. Et maintenant, puisqu'il a un indicateur de prompt et une image de base, et qu'il ne part pas d'une image d'un espace latent complètement vide, on va voir ce qu'il fait. Alors, si je mets un denoise de 1, il va considérer que l'espace latent que j'ai créé là, pour travailler, il va considérer qu'il est complètement bruité et qu'il doit faire le travail de A à Z. Donc on regarde ce qui se passe, donc là il me fait à nouveau un papillon. Maintenant si je diminue la valeur de denoise pour lui dire non, tu pars d'une image qui est à moitié ok, 0,5 dans le denoise, regardez. Il part de moi et il cherche du papillon à l'intérieur. Il en a trouvé un là et pour le reste il s'accommode. Maintenant, si dans le prompt, alors après, bon, on pourrait faire des tests avec un raffinage plus ou moins élevé. Donc, plus on diminue la valeur du denoise et moins il travaille, on va dire. Attendez, parce que là, je travaille en Euler normal sur le modèle sur un modèle stable diffusion. Je peux travailler avec 40 steps hein, pour raffiner plus. Voilà, c'est marrant, c'est moi en plus jeune, mais ça me ressemble pas. Un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'en général, quand on bosse en local ou même à distance sur une machine Linux configurée pour, on a une fenêtre de retour qui nous montre tout ce qui se passe quand on bosse, notamment les erreurs, on peut les voir là. On voit la progression des rendus. Si je change de seed, voilà, vous allez voir la progression ici là qui se fait là en bas, mais on a aussi cette barre verte là avec des outils de Comfy UI. On a une barre verte qui où on voit que la progression se fait, hein. C'est la même chose représentée autrement. Maintenant ce que je peux faire, c'est lui dire on old man on YouTube
YouTube vidéo talking about AI. Une vieille personne sur une vidéo YouTube qui parle de AI, d'intelligence artificielle. Alors c'est marrant, je vous avoue. Il y a un tout petit air en vieux aussi, mais de mon grand frère. C'est marrant, mais qui lui est pas si vieux, hein. Mais je reconnais une légère similitude, donc on doit bien être de la même famille. Donc si je pousse pas trop le bouchon à 0,2, voilà, en plus je garde les lunettes à 0,2, mais qui me vieillit quand même assez. C'est marrant quoi, voilà. Donc là on a fabriqué un espace latent dans lequel il travaille. Et pour avoir des variantes, on change le seed. Voilà. Mais grosso modo, on lui deal avec le denoise et reste quand même beaucoup sur l'image de base. Et après, on peut utiliser des systèmes de masques pour avoir une contrainte plus forte pour dire non, tu travailles que sur une partie de l'image. Et des possibilités, il y en a énormément d'autres, beaucoup, avec plein de modèles pour faire plein de choses, pour détecter des zones automatiquement, etc. C'est vraiment incroyable. Là, je lui dis a very, very old man on a YouTube video talking about AI. Alors, il faut que j'augmente le denoise. Bon, la notion de very, very, elle reste. Bon, il m'a changé les lunettes, ouais. Quand il a pas changé les cheveux, allez, on va quand même faire very old man with white hair. Je sais pas comment on dit chauve, je ferais bien chauve, je peux aller voir. Alors moi j'ai toujours Google Traduction ouvert, hein. J'ai oublié, je crois que j'ai sur le bout de la langue, mais j'ai oublié. Ah bah non, je ne l'avais pas. Bald. Bald. A very old bald man. Ah bah non, si je lui dis qu'il est chauve et qu'il a des cheveux blancs, ça va pas aller. Ah, il me chauvise un petit peu, mais pas tant que ça. Allez, on va monter à 0,35. Ah, il me chauvise plus, mais vu qu'il y a déjà des cheveux au départ, voilà. Allez, on se fait 1,5. Oh, il essaye de me mettre une casquette. Bouh, c'est gentil. 0,6 pour le fun. C'est une vidéo YouTube, il me met le logo. Alors, peut-être que dans le négatif, je peux mettre hat pour pas avoir de hat, de chapeau, mais non, vous voyez, ça marche pas. Et pourtant, on est bien dans Stable Diffusion où le négatif est censé avoir son importance. Donc, ah oui, mais là, j'ai le Flux Guidance là au milieu. Je vais connecter directement là. Je vais mettre un CFG à... Ah oui, avec un CFG à 8, ouais. Ouais. Donc là, il faut que je denoise. Bon, vous voyez, tous les paramètres ont leur importance. Tous. Il sait pas quoi faire de mes cheveux qui sont dans l'image, hein. Il a du mal. Puis là, j'ai un CFG, c'est-à-dire je force vraiment le clip. 8, c'est peut-être beaucoup. Je redescends à 6. Bon, c'est un peu exagéré. Mais après, c'est du style... c'est du Stable Diffusion Style, hein. Faut pas non plus lui en demander plus. Mais bon, écoutez, ça peut être ressemblant. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est vraiment pas beaucoup touché à l'arrière parce que j'ai pas donné de description pour l'arrière. Mais si je lui dis a very old bad man on YouTube with... Je cherche dans ma tête comment orienter la phrase pour que l'IA qu'on me comprenne. A very old bald man in a jungle background on a YouTube video talking about AI. Alors peut-être que talking about AI,
gêne. Non, c'est que oui. Bon, il se concentre plus sur le début et après, après je vais mettre simplement jungle background pour voir si j'arrive à concentrer plus les tokens utilisés par le clip. Et ici dans le denoise on va monter à 0,4. Non, décidément, il ne trouve rien derrière qui puisse corroborer ce que je lui ai dit. Alors, Very Old Badman, maintenant, il est bien chauve, mais alors pourquoi il y a un autre type ben, c'est toute la magie de la générative, si je peux appeler ça comme ça, si je puis appeler ça ainsi. Ah, j'ai changé le CFG. Allez, dernière, hop, avec un seed de 6. Bon, décidément, la jungle, il n'y arrive pas. Ah, il m'a fait une... Si, il a fait un petit peu de jungle, là. Quelques plantes, il se dit que c'est possible que dans les placards, il y a des plantes. Parce que bon, le denoise est vraiment pas assez élevé pour qu'il aille jusque-là. Là, il y arrive, donc grosso modo, il respecte que le cadrage de moi à l'image. Voilà. Mais ça vous donne une idée de la façon dont on peut contraindre les modèles pour obtenir ce que l'on souhaite. Bon, c'était assez long, 1h30. En plus, il faut moi que j'enlève la partie où il y a des lolos. Et une foufoune, je crois même, je sais plus. Ben, comme d'hab, alors, si ça vous a plu, un petit like, c'est cool. Des commentaires en commentaire. Si vous avez des choses que vous voulez que je souhaite aborder, mais sans que je fasse votre travail, trop en tout cas. Si c'est intéressant, je le ferai, voilà. Et puis, ben, bienvenue dans cette nouvelle série, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!